Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la salle de jeu, parce que j'avais envie de me mettre dans la salle de jeu, voilà, tout simplement. Pour faire cette quatrième partie de la vidéo, j'essaie de répondre, j'essaie de vous aider dans vos problèmes, où je vous ai demandé il y a maintenant quelques jours, voire 2 semaines, sur Instagram, de remplir un formulaire, et si vous le désirez, de m'expliquer en fait les problèmes que vous rencontrez au niveau pro, perso, ou autre situation. On a déjà fait 3 vidéos de quasiment 20 minutes chacune sur ce sujet, et maintenant on aborde la 4e et dernière vidéo, là faut vraiment terminer toutes ces vidéos. C'était une bonne expérience pour moi de faire ça. Je vais pas le refaire tout de suite, je le referai peut-être dans 6 mois, dans 1 an, j'en sais rien, on va pas non plus... 4 vidéos ça fait quand même beaucoup, tu vois, donc on va pas non plus exagérer et tout, mais du coup c'était pour moi vraiment un bon sujet, et puis j'ai vu que ça vous avait plu aussi, parce que vous avez été nombreux à commenter les vidéos, et aussi à la regarder. Donc c'est parti, on va y aller, hein, on va pas épiloguer, de toute façon vous connaissez le principe de la vidéo, et on va y aller pour les dernières du coup situations que vous m'avez expliqué sur le formulaire Google. Alors, mon frère a quitté ma sœur et est parti avec mon autre sœur. Est-ce acceptable ? Sachant qu'il a des enfants et que la première, bien évidemment, situation compliquée. Ouh là là, alors dès que ça touche la famille et tout, les sentiments et la famille, c'est toujours très compliqué. Hein. Donc ton beau-frère a quitté ta sœur, donc je ne veux pas faire de blague, mais ça reste ton beau-frère du coup. Et il est parti avec ton autre sœur, sachant qu'il a des enfants avec la première, bien évidemment. Est-ce acceptable ? Je ne sais, je suis personne pour dire que c'est acceptable ou pas acceptable. Maintenant, les sentiments, parfois on ne les contrôle pas. La vie fait qu'on met sur notre chemin des gens, des situations ou autres qui font que ça peut chambouler aussi notre quotidien et tout. Maintenant, c'est vrai que bon, c'est dans la même famille et ça c'est compliqué. Comment ta sœur le vit et comment ton autre sœur le vive, je pense que ça nécessite peut-être un petit repas de famille sans le lancer d'assiettes, de couteaux, de fourchette ou quoi que ce soit, parce qu'en fait ce genre de situation et le fait que peut-être vous en parlez pas, ça peut cristalliser le débat et ça peut créer vraiment une grosse discorde au sein de la famille, et avec les mois et les semaines et les années qui vont suivre, si vous n'arrivez pas à percer l'abcès, si vous n'arrivez pas à mettre du coup une discussion sur cette situation, malheureusement ça ne peut faire qu'empirer. Donc moi à ta place j'essaierai d'organiser un repas, ou même pas un repas, un apéro ou un 4 heures, ou j'en sais rien, mais d'essayer d'organiser une situation dans un environnement calme, convivial, etc., pour essayer d'avoir une discussion avec tous les protagonistes de l'histoire, et que vous puissiez ainsi avec respect et avec bienveillance, hein, pas se taper dessus ou quoi que ce soit, que chacun puisse expliquer son point de vue, que ta sœur qui a été quittée puisse expliquer son point de vue, que ton autre sœur avec qui est avec ton beau-frère du coup puisse expliquer son point de vue, et ainsi de suite, et à tour de rôle vous puissiez dire ce que vous avez sur le cœur, parce que de toute façon ça va vous rester pendant très longtemps et ça ne servira à rien. Je ne pense pas qu'on puisse appeler ça un problème, mais plutôt un dilemme. Comme tu sembles t'y connaître en voiture, je voulais un avis. J'ai une Clio 4 de 2014, 121 000 km, au compteur moteur essence. Il me reste 2 années de crédit à payer dessus. Je l'ai acheté d'occasion en 2018. Que ferais-tu ? Tu la vendrais pour repartir sur une autre, ou tu attendrais la fin du crédit pour ensuite la revendre ou la garder ? Je ne sais pas, m'ordonner. Merci pour ton aide, ton avis, ta réponse. Le problème c'est qu'il me manque des éléments, parce que tu dis que voilà, elle a 121 000 km, tu l'as acheté en 2018, donc c'est une voiture d'occasion que tu as achetée. Je sais pas combien de kilomètres tu fais par année, je sais pas quel est ton budget. J'ai pas vraiment beaucoup d'infos pour te dire si cette voiture vaut le coup de la garder ou pas. Maintenant, ce que t'attendrais pour la revendre, tu peux la revendre avant la fin de ton crédit, hein. Je veux dire, tu peux très bien voir avec ta banque pour racheter une nouvelle voiture, de solder ton crédit actuel avec la vente de la voiture, et puis de faire un nouveau crédit pour une autre bagnole, je ne sais pas. Après la garder, de toute façon une voiture n'est pas un investissement, je le sais maintenant. Une voiture n'est pas un investissement, c'est un moyen de locomotion qui est coûteux et qui nous coûte tous les jours de l'argent. Donc de toute manière, que tu la gardes ou que tu la revendes, à mon avis elle continuera de te coûter de l'argent. Écoute ton cœur, écoute ce que tu as envie de faire. Si ta situation te permet de changer, moi à ta place je la changerais. Voilà. À ta place, si tu pourrais faire un nouveau crédit, ou si tu pourrais rembourser ton crédit là, et changer de voiture en comptant ou autre, moi à ta place je le ferais. Je changerais, parce qu'on a tendance à se lasser, et quand je vois il y a des gens qui malheureusement peuvent pas changer de voiture et ont la même voiture pendant très longtemps, des voitures qui ont 20-30 ans, qui ont plein de problèmes et tout ça, je pense que si tu peux la changer, moi à ta place je la changerais. Pour 2014 c'est pas vieux du tout, hein. Tu vois, le Q7 il a 10 ans, la DS aussi, voilà, c'est pas une voiture qui est extrêmement vieille, mais 121 000 km pour un petit moteur essence, à mon avis tu dois avoir le TCE, donc le turbo essence je pense, et c'est pas des moteurs qui sont réputés pour faire énormément de kilomètres en fait. Donc à ta place je la changerais, si tu peux je la changerais. Pourquoi lorsqu'on est gentil et serviable les gens en profitent, et lorsqu'on arrête on est des cons, car des fois ça donne envie de casser les fémurs de leur maman.
Bah écoute, c'est la vie qui est comme ça, hein, c'est notre monde qui est comme ça, malheureusement, on peut rien y faire de toute façon. Quand on est trop gentil, on se sert de nous, quand on est trop méchant, bon, on est des cons, et puis moi je pense que tu devrais vivre pour toi et pas pour la vie des gens. Voilà, t'en fous de ce que les gens disent, t'as envie de dire non, tu dis non, et si tu passes pour une conne parce que t'as dit non, et bah t'en as rien à foutre, c'est tout. Je te dis, vivez pour vous, vivez pas pour les autres. Quand je vois le nombre de fois où on m'insulte tous les jours en message privé ou sur les réseaux sociaux, il faut laisser pisser. Tu sais ce que toi tu es. Est-ce que toi tu as conscience de qui tu es, de tes valeurs, de tes qualités et tes défauts? Important les deux, hein, de toute façon. Si tu as conscience de tout ça, c'est le principal. C'est long à expliquer, mais pendant 3 ans, j'ai subi un harcèlement moral et physique sur mon lieu de travail. Elle faisait tout ça sans témoin, quand on n'était que toutes les deux. Sauf qu'au final, ça se retourne. Ah, les femmes entre elles, je fais pas un stéréotype, mais. Sauf qu'au final, ça se retourne toujours contre ceux qui font du mal volontairement, car elle a manqué de vigilance et il y a eu des témoins. Elle a été convoquée et bien sûr, elle a envoyé un mail au PDG et à plus de 100 personnes m'accusant moi et mes collègues de racisme. C'est très facile de porter cette accusation et de se positionner en victime, sauf qu'avec les preuves et témoignages, son discours n'était pas possible. Bon, écoute, tu me dis pas ce que ça a donné, je n'ai aucune idée si ça a donné. Si t'as eu justice ou pas. Après, oui, non, mais le racisme est utilisé à toutes les sauces, à tous les plats, etc. Malheureusement, le racisme existe, hein, mais c'est un mot qui a été mis sur un comportement social et tout ça. Mais tu dis pas si ça c'est. Voilà, parce qu'elle a contacté le PDG et 100 personnes, mais tu dis pas ce qui. Moi, j'aimerais bien savoir la suite. Je pensais avoir la suite, mais apparemment non. Dans tous les cas, j'espère qu'actuellement tu te sens mieux dans ton travail. Si tu as changé ou tu es toujours dans le même travail, j'espère que tu es plus épanoui parce que ça ne devrait pas exister. Le fait d'aller au travail, bah, c'est déjà du travail comme son nom l'indique. C'est-à-dire que tu vas donner de ta personne intellectuellement ou physiquement si tu seras dans un travail manuel, etc. pour quelqu'un et pour gagner ta croûte. Bah, c'est pas pour en plus y aller à boule ventre parce que tu subis du harcèlement moral et physique, quoi. Je n'arrive plus à lier l'équilibre côté pro-famille. J'ai réduit mon temps de travail pour être aux côtés de mon enfant. Mes factures et les crédits me rattrapent. Je suis dans un engrenage et je n'arrive plus à remonter mon découvert. Difficile de travailler plus et de rater toute l'évolution de mon enfant. Cercle vicieux. Ouais, alors c'est très très compliqué comme situation. J'ai eu ce cas de figure il y a plusieurs années maintenant quand Libby était bébé. Je travaillais beaucoup en fait en Suisse, j'avais ma société en Suisse avec mon associé, je travaillais énormément. Et j'ai eu la sensation au bout d'un moment de rater des choses, de tellement bosser en fait que je ratais des choses sur 2 semaines. Alors contrairement maintenant où je travaille beaucoup actuellement, mais je travaille à la maison, c'est un avantage. Là je travaillais pas à la maison, je travaillais majoritairement à l'extérieur, des rendez-vous clients, j'allais à Zurich, machin et tout. Enfin voilà, je bougeais beaucoup et tout. Et c'est vrai que j'ai eu ce sentiment de laisser un peu de côté ma famille au détriment de laisser de côté un peu ma famille et de travailler au détriment d'eux. Maintenant, il faut peser le pour et le contre. Comme tu le dis, tu veux consacrer plus de temps à ton enfant, mais d'un autre côté, les factures s'accumulent. C'était très trivial hein, comme situation parce que d'un côté, on comprend que ton enfant soit ta priorité, ce qui est normal. Mais d'un autre côté, si demain tu payes pas tes factures, tu te retrouves à la rue avec ton gosse, tu vas faire quoi? Donc malheureusement, je pense que l'enfant reste une priorité, mais il faut quand même savoir mettre les choses à leur place. Le travail, ce n'est pas la même priorité que la priorité pour un enfant. Si tu commences à t'enfoncer dans des problèmes, etc., je pense qu'il est temps peut-être de réfléchir, de trouver une solution pour ton enfant, une nounou, des proches qui peuvent le garder pour que tu puisses retravailler un petit peu. Parce que voilà, il faut pas non plus que tu te retrouves dans une situation financière inextricable et que finalement ce choix d'avoir privilégié ton enfant plutôt que ton travail, bah finalement pénalise ton enfant. Parce que je pense que ton enfant, s'il te voit malheureuse, il te voit dans les problèmes financiers, etc., ça sera pas positif pour lui. Alors oui, il a probablement plus besoin que de voir sa maman que quand tu travaillais beaucoup, mais d'un autre côté, à quel prix? Au prix de voir sa maman malheureuse parce qu'elle peut pas payer ses factures. Voilà, c'est une situation très compliquée que tu énonces. Alors, situation suivante. Mon problème est que je suis infirmière de nuit, que cependant je suis en plein divorce et je vais me retrouver seule avec mes 3 enfants qui ne sont pas encore en âge de rester seuls la nuit. Le papa peut pas les prendre les nuits où je travaillerai. J'ai fait un devis pour une nounou de nuit, je la paierai une somme exorbitante. Je ne sais pas quoi faire, surtout que je suis super épanouie dans mon travail et que j'ai ce rythme de nuit depuis 10 ans et que j'adore ça. D'autant que si je passe des journées, j'aurai une sacrée baisse de salaire. Je suis en plein dilemme. C'est très compliqué, encore une fois, on est comme à la question d'avant, hein, de toute façon, entre le côté professionnel et le côté maternel, de choisir entre tes enfants et ton travail. Le papa ne veut pas ou ne peut pas prendre les nuits où je travaillerai. Est-ce que vous pouvez pas vous organiser pour pour qu'il ait la garde principale en fait et que tu les aies un week-end sur 2 et la moitié des vacances?
avec voilà, une flexibilité, comme moi j'avais proposé à l'époque pour la garde, moi j'avais proposé une garde principale ici, mais une très grosse flexibilité au niveau des enfants, vendredi, samedi, dimanche, enfin vendredi soir, le mercredi si la maman a envie, les jours fériés si la maman a envie, moi j'ai aucun problème avec ça en fait, j'écoute mes enfants et j'écoute aussi les autres, tu vois. Mais du coup, est-ce que ça serait pas possible de faire comme ça? Parce que moi je connais des papas qui ont la garde des enfants parce que la maman a un travail qui ne permet pas justement d'assumer une garde principale. C'est compliqué, après il faut une entente, hein. Je sais ce que c'est d'avoir une mauvaise entente hein, de toute façon pour les enfants, et visiblement voilà, le papa ne peut pas prendre le nid où je travaillerai, c'est compliqué. Je sais pas trop quoi te dire, à part essayer de trouver une solution avec ton ex-mari, c'est compliqué. C'est très compliqué hein, cette situation. Comme je t'ai dit, une garde principale du côté, apparemment vous êtes en cours de divorce, donc vous n'avez même pas de jugement, encore ou quoi que ce soit, donc réfléchissez, c'est bien pour le bien des enfants. Je suis maman de 3 enfants, 2 ont quitté le nid. Il me reste le petit de 14 ans. Je vis en concubinage avec le papa depuis 28 ans, j'ai 43 ans. J'ai décidé de le quitter il y a 1 mois alors que j'ai toujours de forts sentiments pour lui, mais je ne peux plus vivre son addiction à l'alcool. Je suis en démarche de recherche de logement, etc. Il n'accepte pas la séparation, ne fait rien pour me retenir, ni déclaration ou autre. Dans ce que tu me dis, j'ai l'impression que t'attends qu'il fasse quelque chose pour toi. J'ai l'impression que, quand tu dis il ne fait rien pour me retenir, ni déclaration ou autre, j'ai l'impression qu'en fait, tu essaies de le provoquer en te séparant de lui, en recherchant un logement. Je suis pas con. Alors, c'est très grave l'alcool, hein, attention, hein, la vie ne doit pas être simple avec quelqu'un qui boit. Mais j'ai quand même le sentiment que tu essaies de sauver ça. Parce que tu dis, j'ai décidé de l'y quitter il y a 1 mois, mais tu me dis, il ne fait rien. Donc est-ce que tu attends de sa part un mouvement? Est-ce que tu attends de sa part une décision, un changement de comportement vis-à-vis de l'alcool, etc. Je ne sais pas, discutant avec lui. Mais je suis pas sûr que tu sois vraiment convaincu de ce que tu fais. Que tu aies raison ou pas, hein. Je suis pas là pour dire que tu as raison de le quitter ou pas, ça me regarde pas. Mais c'est compliqué là. Tout ce que je peux te dire c'est ça, je suis pas sûr que tu sois convaincu de le quitter. Parce que t'espères qu'il change et t'espères qu'il bouge ou quoi que ce soit, mais malheureusement toujours la discussion, il faut parler. Peut-être avant la séparation, peut-être aller voir un conseiller conjugal, je sais pas si ça peut marcher, des thérapies conjugales pour mettre ça en exergue, parce que là tu parles de l'alcool de ton conjoint, mais il a peut-être aussi des choses à te reprocher qui pourraient le permettre, lui, de faire des efforts, tu vois. C'est jamais de toute façon tout d'un côté ou tout de l'autre, il y a toujours des pour et des contre de chaque côté de toute façon, et je pense que si il arrive à exprimer des besoins sur ton comportement, sur des choses que tu devrais peut-être, j'aime pas dire le mot changer, mais que tu devrais peut-être corriger, peut-être que ça le pousserait lui aussi à faire des efforts, tu vois. Dans un milieu à mentalité ouvrière et machiste, secteur cheminot. Premier jour, il y a quelques années, un collègue est arrivé en me scrutant de haut et en bas et dire aux autres collègues, voilà encore une pétasse qui va finir en burn-out après 3 mois, nous pondre 4 gosses au final au bureau d'un chef. Des propos absolument abjects. Hein. Je reçois tout le temps des messages et demandes déplacées. Il m'arrive encore maintenant de recevoir des photos de bites de collègues. Oh mais sérieux les mecs, quand je vous dis que, je vous ai dit dans une autre vidéo que des fois je me sentais en total décalage avec la jante masculine, c'est exactement ça, mais c'est quoi là? Je comprends pas. Après quelques années dans la boîte, j'ai évidemment fait ma place, on me respecte pour mon travail, mais cette mentalité reste un fléau. Celles qui ont démissionné sont nombreuses. Oui, bah je veux bien le croire, et c'est absolument scandaleux. Ça devrait pas arriver, ça devrait pas se passer, et putain, mais ils ont quel âge les mecs quoi? Moi c'est un truc que je saisis pas, ce genre de comportement animal comme ça, bestial, irrespectueux et tout, je n'arrive pas à saisir. J'ai 33 ans, je me suis jamais comporté comme ça, avec la jante féminine, et ça n'arrivera pas, c'est pas dans mes principes et dans mes valeurs. Alors soit c'est un problème d'éducation, mais merci à mes parents, ils m'ont bien élevé, ou soit c'est un problème, je ne sais pas, mais... Ah, ça m'écœure de lire ça. Hein. T'as tenu le coup, bravo. Sois fier de toi parce que t'as tenu le coup, et te laisse pas faire. Je suis au chômage le temps de faire toutes les démarches pour reprendre une entreprise, ce qui est long, un fleuriste. Ça fait 2 mois et étant célibataire, je me sens seul, alors je sors un maximum. Je me suis inscrit à la piscine, salle de bain et sport, ça me fait plus grand du bien. Bon, y a pas de problème, félicitations pour ton projet professionnel de reprendre un fleuriste. Il faut avoir beaucoup de courage pour entreprendre en France, surtout maintenant. Et puis, t'as raison, sors. Aère-toi la tête, repose-toi parce qu'à mon avis... Quand le projet professionnel va se concrétiser, que tu vas reprendre ce fleuriste, tu vas avoir beaucoup de travail. Être à son compte, c'est beaucoup de travail. J'aimerais trouver un travail, mais dur d'allier la vie de famille, maman et femme de militaire. Dans le domaine où je suis, c'est beaucoup d'horaires décalés, le travail le week-end. Or, difficile de se dire, le papa va gérer, mais comme il part souvent en manœuvre, stage, OPEX, opération extérieure, donc c'est dans d'autres pays, difficile de sacrifier sa vie professionnelle pour celle de son mari. Écoute, c'est un sujet qui est assez parlant pour moi.
dans la mesure où j'ai eu ma société en Suisse pendant plusieurs années, et du coup, bah, j'ai privilégié ma société. Donc, c'était ma société, mes business avec mon associé, machin, etc. Et ensuite, j'ai recommencé du coup à monter des business et tout ça en 2013-2014. Vous le savez, hein, les sites internet, je vous en ai déjà parlé, je vais pas vous faire un topo dessus. Et j'ai eu justement ce dilemme où on me reprochait, donc sans attaque ou quoi que ce soit, on me reprochait de ne pas avoir de projet professionnel propre à mon ex-compagne, voilà, à mon ex-femme. Elle n'avait pas de projet professionnel propre à elle, et du coup ça la mettait dans une situation de détresse, en gros, que moi j'ai des projets professionnels, des sites internet, des idées, du développement, que je sache faire ça, et que derrière, bah, je lui trouve pas de projet. Donc c'est pour ça qu'il y a eu l'idée de YouTube, c'est que j'étais face à cette situation où on me reprochait d'avoir moi-même, donc je culpabilisais d'avoir des idées et d'avoir du travail, et d'un autre côté, j'avais pas envie de voir quelqu'un malheureux, donc j'essayais de trouver une solution pour orienter cette personne vers un projet professionnel, et ça a été YouTube. Et finalement, petit à petit, YouTube a pris de plus en plus de place et j'ai sacrifié mes propres projets professionnels, du coup, pour favoriser les projets professionnels de cette personne-là, en travaillant énormément, Je pense que de toute façon, on n'a pas besoin de refaire un topo là-dessus, vous avez bien compris qui c'est qui bossait. Mais du coup, oui, c'est vrai que pour moi, d'avoir abandonné mes sites internet, mes projets, mes idées, etc., c'était pour moi une manière de dire, voilà, je ne pense pas qu'à moi, je peux comprendre cette détresse, je peux comprendre ce besoin d'entreprendre des projets et tout ça. Et du coup, bah, je me sentais bien parce que je me disais, voilà, j'ai pu propulser, j'ai pu aider, j'ai pu apporter mon aide et faire décoller quelqu'un ou quelque chose. Toutes les fois où ça aurait pu s'arrêter et que j'ai tenu bon et que j'ai mis toute mon énergie dedans, des trucs qui ont marché, des trucs qui n'ont pas marché. Il y a des trucs qui marchaient à fond et qui aujourd'hui ne tournent plus du tout. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est très difficile dans un couple au niveau du métier de privilégier l'un ou l'autre. Et c'est pour ça que je suis content d'avoir rencontré quelqu'un comme Laura qui est indépendante, qui a son métier, qui n'a rien à voir avec le mien ou quoi que ce soit. Parce que du coup, moi je peux faire mon boulot de mon côté, elle peut faire son boulot de son côté, et il n'y a pas à choisir l'un ou l'autre ou quoi que ce soit. Nos enfants sont suffisamment grands, etc. Mais c'est vrai que c'était assez compliqué, et c'est pour ça aussi quand moi les enfants étaient plus petits, bah du coup j'avais beaucoup de travail et c'était ma grand-mère qui gardait Théo, qui gardait Chloé pendant que les grands étaient à l'école. J'essayais de m'organiser comme je pouvais. Il n'y a pas l'homme doit privilégier sa carrière au détriment de la femme, et il n'y a pas la femme est prioritaire face à l'homme au détriment de la carrière de l'homme. Il n'y a pas là-dessus à privilégier l'un ou l'autre ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un choix qui doit se discuter entre vous, en famille, et c'est le plus important. Donc essayez d'en discuter entre vous et voir ce qui est le plus pratique. Moi je sais que je connais quelqu'un qui est compagne d'un militaire, et pareil c'était très compliqué, les OPEX, les machins, etc. Il y a eu beaucoup de discussions visiblement, et il a arrêté sa carrière de militaire et maintenant il travaille dans un métier qui n'a rien à voir avec ça, pour privilégier sa famille. Je dis pas que tous les militaires doivent arrêter de travailler pour privilégier la famille, mais ils ont trouvé comme ça un terrain d'entente. Mon copain a quitté ses parents en Afrique quand il avait 11 ans pour vivre avec son oncle et sa femme en Espagne. Il a vécu une enfance un peu trop dure jusqu'à sa majorité. Celui-ci a forgé son caractère à tel point qu'il ne montre pas ses sentiments. C'est très dur et compliqué au quotidien pour moi, qui ai perdu très tôt ma mère et qui a besoin de beaucoup d'affection. Je comprends tout à fait ta situation. Toutes les enfants sont différents, toutes les familles sont différentes. Et du coup, je me permets de comparer avec Laura. Et je vois par exemple la famille de Laura, c'est une famille qui ne se parle pas. Enfin si, c'est une famille qui se parle, mais quand ça concerne les sentiments, etc., il n'y a plus personne. C'est des gens qui n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments, en fait, verbalement. Et du coup, ça se répercute sur Laura, parce que Laura, c'est quelqu'un qui est comme ça. Souvent, je viens, mais c'est pour des conneries, hein. Je lui dis, putain, on a passé une bonne journée avec les enfants et tout, et elle me dit, ouais. Je dis, bah, un peu d'enthousiasme, elle me dit, ah, si, c'était bien. Je dis, mais pourquoi tu le dis pas, en fait? Je dis, pourquoi t'es pas venu spontanément me dire, putain, on a passé une bonne journée? Elle me dit, bah, parce que si j'avais passé une mauvaise journée, je te l'aurais dit. Je dis, donc, t'arrives à me dire ce qui va pas, mais ce qui va, tu n'arrives pas à le dire. Et elle me dit, oui. Et du coup, bah, ça amène des fois des tensions ou des incompréhensions où moi, je sais pas, en fait, comment l'interpréter parce qu'elle le dit pas. Et souvent, je lui dis, mais hey, t'as une bouche, tu sais parler français, tu le dis, tu parles. Alors, elle fait des efforts, elle arrive quand même à s'exprimer, tout ça, elle fait des petits efforts et tout. Mais c'est pas toujours évident en fait de composer avec quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments. Alors elle les exprime à sa façon, comme elle dit, il y a des câlins, des bisous et de l'affection et tout ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais au niveau verbal, et ça je dis bien verbal, ça pêche un peu sur certains points. C'est pour ça que je dis souvent, mais exprime-toi. S'il y a un truc qui te plaît, dis-le. Tu sais dire quand il y a un truc qui te plaît pas, alors quand il y a un truc qui te plaît, dis-le, tu vois. Donc je comprends ce que tu veux dire. Je suis Sarah de Disney, Dieu est souverain. Salut Sarah.
Bon écoutez, j'ai pas fini, hein. Il m'en reste encore plein et je suis déjà à 24 minutes. On va en faire une partie 5, ok? Donc ça sera pas la dernière partie, je pense qu'on va faire ça. On va faire une partie 5, peut-être en live, je ne sais pas. Bref, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et tout ça. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner comme d'habitude. Je vous fais des bisous. Salut.